Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Un café, allongé, merci. Pas de sucre. Croissant? Non, merci. Le kiosque est fermé, j'ai pas de journal. Pas grave. Le plus souvent, je prends le Parisien. Le mercredi, j'achète Charlie.
Comment? Charlie Hebdo, bon choix. 1,50 €. Voilà, merci, au revoir. Ça va bien? Bien? Bien. Et sinon? Ça va? Le Parisien? Pourquoi pas? Oui, un café. Les cas express? Non, allongé. Allongé. Pas de sucre, merci. Faudrait que j'installe une table et 2 chaises sur le trottoir. Ah oui? C'est pas large, le bus passe tout près. Ah oui? Je sais pas quoi faire. Ah non. Je sais pas quoi faire. 1,50 €? C'est ça. Voilà, merci. Au revoir. Allez, c'est là, rue Georges Perec. Dans le 20e. Ouais, le mieux c'est de descendre à Pelleport. Pelleport. Ou alors par le tram. Pelleport, c'est bien. Ouais, Donc descendre à Pelleport, ouais. c'est ça, Pelleport. Bon, je vais y aller. Je vous laisse le blanc. Non. Je vous le donne. Non, merci, je vois très bien. Comme vous voudrez. Pour le café. Dans le 20e, il y a aussi la rue Georges Tille. Ah, Mais Georges Tille, ça vous intéresse pas? Non. Vous savez la rue Georges Perec. c'est ça. Sinon, on peut descendre porte de Bagnolet, c'est peut-être plus commode. Non, mais je crois que c'est pareil. Ouais, votre monnaie. Merci, au revoir. Georges Tille. Georges Tille était un ténor influencé par Caruso. Il a chanté à l'Opéra de Paris, à la Scala, où il fut un Don José incomparable. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre un café. Crème DK Express allongée. Allongé. Sucre. Non, merci. Cuillère. Non plus. Vacciné. Oui. Combien de doses? Toutes, Chance. si on veut. Douloureux? Pas vraiment. Tant mieux. Moi, j'aime pas les piqûres. Non, c'est rapide, on ne sent presque rien. C'est pas comme dans Pulp, avec Travolta. Sac en plaqueur. Non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Moi, j'aime pas les piqûres depuis que je suis tout petit. Hein. Et vous, ça vous fait quoi? Rien de spécial. Tant mieux, tant mieux. Et vous, c'était où le vaccin?
Dans le bras. Oui, d'accord, mais à quel endroit? Là, dans le muscle. D'accord, mais je veux dire, vous êtes allé où pour vous faire vacciner? À la pharmacie, rue François Copé, dans le 15e. Jean-François Copé a déjà une rue à son nom. Mais il est même pas mort. Politiquement, il est mort. À l'état civil, il est bien vivant. Mais là, c'est Copé, et avec 2 P au milieu. Copé. François Copé, un poète de la fin du 19e, je crois. Ah. Pourquoi vous allez dans le 15e? Il y a 3 pharmacies sur le boulevard. C'est drôle d'aller dans le 15e. Chacun fait comme il veut. Je connais pas le 15e. Je connais Paris, mais pas le 15e. À Paris, vous savez combien il y a de rues qui commencent par Georges? Quand je dis rue, ce sont aussi les avenues, les impasses, tout ça, quoi. Alors combien? Je ne sais pas, il doit y en avoir plusieurs, sûrement. Dites un chiffre. Aucune idée. Voilà, un petit effort. Non, vraiment. Mais ça engage à rien. Bon, alors, place Georges Brassens, dans le 15e. Rue Georges Duhamel, dans le 15e aussi. Pardon, je connais bien le 15e. Hein. Alors, ça fait 2. Il doit y en avoir d'autres, sûrement. 48! 48, j'ai compté sur le plan, c'est dingue! Georges Bernard Shaw, Georges Gershwin, Georges V, Georges B, Georges Bizet, Georges Sand. Vous connaissez toutes les rues qui commencent par Georges? Oui, mais j'ai pas les arrondissements. C'est utile de savoir ça. Sans les arrondissements, ça sert à rien. 48, on ne le croirait pas, hein? Et encore, il pourrait y en avoir plus. Ah bon? La place Clémenceau, vous connaissez? Oui, oui. Elle pourrait s'appeler place Georges Clémenceau. En effet. Eh ben non! On ne dit pas place Georges Clémenceau. On a enlevé Georges. Et on dit place Clémenceau comme on dit place Beauvau. C'est vrai. Remarquez, place Beauvau, ça sonne bien. Ça sonne mieux que place Prince Charles Juste de Beauvau-Crown. Ah oui, 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 c'est mieux. Alors comme ça, Beauvau, c'était un prince. Ouais, un prince! Le prince Charles Juste de Beauvau-Crown. Grand. Et les généraux? Les généraux. Les généraux! Je ne vois pas, excusez-moi. Combien de noms de rues ou d'avenues portent le nom d'un général? Je l'ignore, je l'ignore. Je ne suis pas très porté sur les militaires. Mais je pense que vous avez étudié à fond la question. 68! Sans compter le général de Gaulle. De Gaulle n'a pas de rue à son nom. Quelle injustice! Il faut faire réparer cela. Pour lui, il faut chercher à Charles, pas à Général. Place Charles de Gaulle. Pour Clémenceau, on retire le prénom et pour de Gaulle, on le rajoute. C'est curieux, non? C'est vraiment intéressant. 1,50 €. Voilà. 50. On va voir, hein. Il y a un gars qui a inventé un système pour enfiler une couette dans une housse en moins d'1 minute. Il faut accrocher la housse sur une porte avec des pinces
vous glissez la couette dedans, moins d'1 minute. C'est un Tourangeau. Il y a des types quand même. Chapeau. Oh, moi, je pourrais pas. J'ai pas d'idées comme ça. Enfin, j'ai des idées, mais plutôt des idées de voyage. Un café. Crème d'écart express allongée. Allongé. Sucre. Non, merci. Hier, Non plus. inventeur, c'est un beau métier. C'est pas un métier. Pourtant, C'est plutôt un hobby. Une occupation, si vous préférez. Un peu comme un loisir qui mobilise votre esprit. Cela devient une passion, même une obsession. Cela s'installe progressivement et petit à petit, on ne peut plus penser à autre chose. Ça peut devenir très pénible. terrible votre truc. C'est pas mon truc, c'est quelque chose que j'ai rencontré chez un ami. Et qu'est-ce qu'il avait inventé, votre ami? Rien. Tout ça pour rien. C'est mieux comme ça, il n'était pas doué. Moi, j'ai rien qui m'occupe l'esprit à ce point-là. J'ai trop de choses à penser avec le bar, le ménage, la vaisselle, les provisions, les commandes des clients, la caisse après la fermeture. Ah, si j'avais du temps, évidemment. Évidemment, si vous aviez du temps, ce serait autre chose. Il faut des capacités aussi. Moi, j'aurais aimé inventer un truc important. Le four à micro-ondes, par exemple. Ça, c'est très important. Je fais tout réchauffer au micro-ondes. Le gratin de chou-fleur, mes pavés de saumon d'élevage, la moussaka à congeler, il n'y a pas mieux. Sauf pour la quiche et la pizza. Ça ramollit. Je le vois bien à la tête des clients. Quand je leur sers une part de pizza réchauffée au micro-ondes, ils me hochent la tête. Alors pour faire passer, j'offre le café. Et le gars qui a inventé les rustines. Les rustines? Oui, les rustines. Les rustines de vélo? Ah oui. Pour vous déplacer, vous utilisez... Le métro? Vous faites du vélo. Non. Ah! Enfin, pas ici, pas à Paris. Quand on fait du vélo, il faut toujours emporter des rustines. C'est mieux. Question de bon sens. Vous faites souvent du vélo? Jamais. Moi aussi, c'est le métro. Pas de vélo, pas de rustine. C'était pour dire, le gars qui a inventé les rustines, il s'appelait Louis Rustin. Ah, Et la devise de la marque, vous savez ce que c'est? ah, j'ai beau chercher, je ne vois pas. Unis pour la vie. Ah bien, c'était une colle. Ou alors la guillotine. La guillotine. Ça m'aurait plu d'avoir inventé la guillotine. Mon nom serait dans l'histoire à la place de ce docteur Guillotin. Vous vous appelez comment? Franck Martin. Franck, c'est le prénom, donc Martin. Oui, c'est le nom. Ma mère m'appelait Francky. C'est mieux que Franco. Pardon? Non, laissez tomber. Bon, Franck Martin invente la Martine. La Martine. Ben, Rustin invente la rustine. Guillotin invente la guillotine. Martin invente la Martine. Ma mère s'appelait Martine. Oh, c'est curieux, non? Mais alors là, c'est pas correct. Par rapport à votre mère, c'est un manque de respect. Oh, j'ai jamais beaucoup aimé ma mère. De là à lui donner le nom de ma machine à couper les têtes. Pourtant, ça aurait été un cas intéressant pour la psychanalyse. Un gars invente une machine pour couper les gens en morceaux, il lui donne le prénom de sa mère. Toutes les mères sont castratrices, c'est vrai. La vôtre, plus que les autres? Je ne sais pas. Elle est morte, brûlée vive dans l'incendie de son pavillon. J'avais 7 ans. Je crois que j'ai pas pleuré. On ne coupe plus la tête de personne aujourd'hui. Inutile de vous casser la tête à inventer une machine qui ne servira jamais. J'ai besoin d'exprimer mes frustrations. C'est un peu violent, mais c'est nécessaire. Celui qui a inventé cette machine à couper les têtes s'appelait Antoine Louis. Il s'est exercé sur des moutons. Comment vous savez ça? Sa machine, on l'appelait la Louisette. Bizarre. Vous vous intéressez à des choses du passé. C'est normal. Je suis docteur en... Docteur! 1,50 €.
Oh, c'est Louis XVI. Décapité lui aussi avec ma... Ah non. Ah non, c'est pas Louis XVI. C'est une pièce de 2 € de Monaco. Luciano Grimaldi. Lucien, ça fait pas très prince de Monaco. Ça fait plutôt coureur cycliste des années 60. Bonjour. Je vais prendre un café. Crème Déca Express allongée. Allongé. Sucre. Non merci. Cuillère. Non plus. J'ai repensé à ma machine, celle que j'aurais pu inventer, ma machine à décapiter les gens. Je l'aurais appelée la bonne franquette. Le gars, ça leur a fait marrer au moment de grimper sur l'échafaud. Sûrement. J'ai un peu mal. J'ai comme un chat. C'est pas un peu gonflé, là? Non, non. Faut dire que je suis toujours debout. Oui. Et puis, les courants d'air. C'est pas bon. Les clients font pas attention. Non. Ils prennent leur temps pour fermer la porte. Sans doute. Et moi, je ramasse les courants d'air. C'est pas bon. Quand les clients dans mon bar, je ne peux pas commencer par les engueuler. C'est pas un peu gonflé, là? Non, je vous assure. Tant mieux. J'aurais pas besoin de passer vous voir à votre cabinet. À mon cabinet. Vous ne prenez pas de nouveaux clients. Je ne comprends pas bien. Vous êtes docteur, c'est vous qui me l'avez dit. Vous avez un cabinet médical dans le 15e. Mais vous ne prenez peut-être pas de nouveaux clients. Alors, vous acceptez de venir me soigner ici. Docteur, ça doit bien gagner. 26,50 € les 10 minutes. C'est pas comme cafetier, ça gagne rien. J'ai compris. Il y a erreur. Vous ne travaillez pas dans le 15e. Si, parfois. Vous n'êtes pas docteur. Si. Docteur en archéologie. C'est pour ça que je m'intéresse au passé. En archéologie. Bah alors vous n'êtes pas médecin. Navré. Vous êtes prof à la fac. Non, je ne suis pas professeur. Je fais de l'archéologie par passion. Cela ne me rapporte rien. Pour en vivre, il aurait fallu passer des concours. Je n'en avais pas envie. Vous êtes un original. Je ne crois pas. Nous sommes nombreux à partager cette passion. C'est quoi exactement l'archéologie? C'est s'intéresser aux civilisations au travers des objets que les individus utilisaient, au travers des édifices qu'ils bâtissaient. Vous croyez que les archéologues pourront un jour se passionner pour mon bar? Évidemment. Je m'en doutais. Il faudra laisser passer un peu de temps. Quelques siècles. Je ne suis pas pressé. Un beau jour, on retrouvera cette bâtisse écroulée sous plusieurs mètres de terre. Les fouilles feront apparaître votre comptoir. Écrasé, on trouvera de la vaisselle, des cuillères, du sucre dans des petits papiers. Un étudiant examinera l'organisation de votre comptoir. Vous croyez? Il publiera une thèse sur le sujet. Et moi dans tout ça? Mais vous serez mort depuis longtemps. Mais vous compterez quand même. L'étudiant soulèvera des interrogations. Pourquoi rangeait-il les bouteilles d'alcool la tête en bas? Pourquoi servait-il du Coca-Cola à ses clients alors qu'il savait que c'était une boisson trop sucrée? Pourquoi faisait-il payer le café 1,50 € alors que place de l'Opéra, le même café valait 7 €? Pourquoi
pourquoi cet homme vendait-il des croissants plutôt que des pains au chocolat? Il émettra des hypothèses et il aboutira à une conclusion. Rassurez-vous, il ne vous jugera pas. C'est donc ça l'archéologie? Rien de plus. 1,50 €, c'est ça? C'est ça. Tenez, 2 € avec le portrait d'Albert II de Belgique. Oh, sympa! Allez, au revoir. Ah, une question avant de partir. Vous savez combien de pièces de 2 € ont été mises en circulation depuis 2002? Aucune idée. 6 milliards 700 millions. Sidérant. Chaque pièce mesure 2,2 mm d'épaisseur. Si vous le dites, il faut que je... Admettons que nous puissions empiler ces pièces les unes sur les autres pour ne former qu'une seule colonne. Je vois. Tout cela est théorique. Les irrégularités des pièces, le vent, rendraient impossible cette construction. Bien sûr. On obtiendrait alors une colonne de 14 milliards 740 millions de millimètres, soit une hauteur de 49 000 tours Eiffel. Vous voyez? Vaguement. À demain, Franck. J'ai dit quelque chose qui n'a pas plu. Un allongé. Voilà, Oui. voilà. Je peux passer maintenant, je ne suis pas loin. Mais non, je ne t'ai pas suivi. J'étais dans le quartier, par hasard. Bon, j'arrive. J'y vais. À plus tard. Et mon café? Il n'est pas bien en ce moment. Une histoire de femme. Puis qu'est-ce qu'il est rigide? Il ne prend jamais de sucre. Incroyable, il ne cède jamais. Pourtant le sucre, hein, c'est bon. Et quand on n'en met pas dans le café, c'est trop amer. Le Robusta, c'est très amer. Surtout le Robusta que j'achète. Il est très amer. Pas cher, mais très amer. Alors, faut mettre beaucoup de sucre. Si j'achetais de l'arabica, les clients mettraient moins de sucre. Mais l'arabica, c'est plus cher. Ouais. Vous n'êtes pas bavard aujourd'hui. Je pense. Vous avez la pensée morose. C'est possible. Cela va vous faire plaisir. J'ai une question à vous poser, Franck. Allez-y, je n'ai rien à cacher. J'ai remarqué une chose qui m'intrigue. Votre manche droite est toujours attachée au poignet, l'autre manche est toujours relevée. Je me demande pourquoi. C'est un hasard. La commodité? La latéralité défectueuse de la couturière. Non, une blessure de guerre. En vérité, j'ai quelque chose à cacher. Et je serais muet comme... Un tatouage. une carte. J'ai fait tatouer son prénom à l'intérieur de l'avant-bras. On s'était connus au printemps. C'était une période d'amour fou que je ne regrette pas un seul instant. On s'est bien marré. On vivait avec presque rien. Ce presque rien, on le gagnait en faisant des petits boulots et on le cramait aussitôt. Le plus souvent, on vivait sous la tente. C'était chaud. Puis l'automne est arrivé. Le froid. On s'est mis à deux dans le même sac de couchage, mais on n'a pas réussi à réveiller la passion. L'histoire terminée. De cette période, il ne me reste que le tatouage.
La manche de la chemise sert de pansement. Vous l'avez quitté? Tiens, il pleut. Vous l'avez quitté ou c'est elle qui est partie? C'est lui qui est parti, avec une femme, celle de Raymond le boulanger qui est en face sur le boulevard, alors vous pensez, hein. Depuis, je prends mes croissants chez Raymond. L'aventure nous a rapprochés et on s'en veut de ne pas avoir été vigilants. Bonjour, un café? Salut Raymond, c'est Franck au serrurier. Oui, vous me préparez 10 croissants pour demain matin. Oui, 10. D'accord, bonne journée. Je vais prendre un allongé. Hein? Un allongé. Un allongé, voilà. S'il vous plaît. Jean, je vous ai dit que j'avais pas pleuré le jour de l'enterrement de ma mère. Oui, je crois. Des fois j'y pense. À votre mère? Non, je pense pas à ma mère. Vous pensez à quoi? Je pense que j'ai pas pleuré et que j'aurais dû. Ça arrive. J'aurais dû, ça me coûtait rien. Vous étiez enfant, on vous a pardonné. De toute façon, c'est trop tard. Dans L'étranger de Camus, Meursault n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Plus tard, ça le conduira à l'échafaud. L'échafaud? La guillotine? Tout est lié. Parfois, c'est mieux de pleurer. Vous trouvez? Non. Bah alors? Mais c'est convenu de verser quelques larmes. Et puis, ça fait plaisir à vos amis de voir que vous avez de la peine. J'ai du mal avec ce qui est convenu, hein. Vous avez encore votre mère? Non, elle est morte. Ah, accident? Non, Malade? je ne crois pas. Vieille? Assez pour mourir. Et vous avez pleuré? Non. Vous non plus? J'avais de la peine, sans doute. Sûrement. Vous aimiez votre mère? Il me semble que je l'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, je ne sais plus. Et votre père? Mort également. Dans un camp de concentration? Non. Ça aurait pu. Mais pas du tout, il n'avait pas l'âge. Il n'était pas juif. Non. Et vous? Vous êtes juif? Non. Vous êtes LGBT? Juif, LGBT, ça devient pénible, toutes ces questions. Excusez-moi, c'est pour le plaisir de discuter. C'est long, une journée derrière le comptoir. Je n'arrive pas à vous détester. Je suis éduqué à la tolérance. Et Jean, incroyable. Rien de grave au moins. L'OM a gagné. L'OM, L'Olympique de Marseille. c'est du foot? Ah bah oui. Vous savez, le foot, Ça vous intéresse pas? je l'avoue, Vous connaissez Mbappé? c'est un joueur de foot. Bien. De Marseille. Je crois. Vous n'êtes pas sûr? Moi non plus, le foot, j'y connais rien. Cependant, vous en parlez. Pour faire plaisir aux clients. Ça ne me fait pas plaisir. Ah, c'est statistique. Mais quoi? Le client de bar s'intéresse au foot. Sociologiquement, c'est prouvé. Ne me parlez plus jamais de foot. Juré. Dites-moi, Je sens que vous allez me poser une question. une question indiscrète. Ah, Vous ne serez pas obligé de répondre. merci. Ah, c'est normal. Et donc la question est... J'hésite. Allez, lancez-vous. Bon, d'accord. Je suis prêt.
Vous êtes déjà entré dans un confessionnal? Oui, autrefois. Pas récemment? Non, la dernière fois, j'étais gamin. À 10 ans, j'ai décidé d'arrêter. Définitivement. Depuis, je ne m'approche plus d'un confessionnal. Je n'ai pas envie de replonger. Ne vous moquez pas de ceux qui en ont besoin. Mais je ne me moque pas, je dis simplement que la lumière, je l'ai vue en sortant de l'église. Une église, c'est sombre et un confessionnal, c'est noir. Comment voulez-vous trouver la lumière? Rappelez-vous l'allégorie de la caverne. Platon disait qu'il fallait sortir de sa caverne et ne plus vouloir jamais y rentrer. C'est ce que j'ai fait, je m'en félicite tous les jours. Et votre Platon, qu'a-t-il fait quand il est sorti de la caverne? Il s'est instruit. La preuve scientifique prenant le pas sur la croyance, l'ouverture d'esprit matant la béatitude, le doute écrasant le dogme. C'est donc ça la lumière? L'accès à la connaissance, essentiel. Je suis d'accord. Ravi. Chacun a sa propre caverne. J'ai la mienne, vous avez la vôtre. Pensez à mon bar. Vous pensez que je devrais moi aussi aller voir la lumière du dehors? Il arrivera un jour où vous aurez envie de sortir de votre caverne. Toute la question est de savoir si vous n'aurez pas envie d'y revenir très vite pour retrouver un environnement rassurant. Café? Allongé sans sucre et sans cuillère. Vous n'êtes pas croyant? Comment avez-vous deviné? Dieu? Dieu? Dieu! Dieu! Je n'existe pas! Dieu n'existe pas. Marie, Joseph, les apôtres. Je ne connais pas. Jésus. C'est le prénom du plombier portugais qui est venu chez moi réparer la chasse d'eau qui fuyait. 325 €. Je peux vous dire que Jésus est en train de se refaire une santé sur moi. Vous pouvez blasphémer dans mon bar, j'aime bien. Pourquoi me parlez-vous de confessionnal? Quand je voyage, je visite les petits châteaux, les églises, c'est frais. Et je vais souvent m'agenouiller à l'intérieur d'un confessionnal, après avoir vérifié que le curé n'est pas là, bien entendu. Pour quelle raison? Par jeu, par curiosité, je respire le parfum, le bois, la cire, le mystère. Ça sent surtout le remords et la culpabilité des visiteurs précédents. J'y ai vu des prénoms, des cœurs gravés et des flèches qui les traversent. Des graffitis obscènes, comme dans les toilettes de la gare du Nord. Écoutez, il y a quelques années, lors d'un voyage en Occitanie, il m'arrive une petite aventure que j'aimerais vous raconter. Rien de grave. Rien de grave. J'avais poussé la porte d'une église de Toulouse et, comme souvent, je m'étais installé à l'écart dans un vieux confessionnal. Tout doucement, ma vue commençait à s'habituer à l'obscurité et je commençais à répertorier les petits signes et inscriptions fugaces. Soudain, là, tout près, j'entends le prêtre s'installer assez bruyamment. Il s'assoit et ouvre la trappe qui nous séparait. On s'est retrouvés face à face. J'ai gardé le silence. Et dans ma tête, je cherchais une excuse à lui donner pour lui expliquer ma présence dans ce confessionnal, moi l'anticlérical. Après un moment d'hésitation, je me suis approché. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir sa respiration, son odeur. Jean-Paul Gaultier. Du Jean-Paul Gaultier, j'en aurais mis ma main à couper. Très excitant. Nous sommes restés silencieux. Il attendait que je dise quelque chose, sans doute. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est aux visiteurs de commencer. Mais je ne savais pas, alors je suis resté là sans parler. Je l'observais, il m'observait. Je ne pouvais tout de même pas lui dire que j'aimais son eau de toilette. Et je commençais à avoir mal aux genoux. Ça fait partie de l'épreuve. C'est cruel. Ceux qui font la démarche de venir sont volontaires, on ne force personne. Certains aiment se flageller. C'est très chrétien. On vient confesser des péchés, on doit souffrir, on
doit être puni, on doit souffrir. Il y a la douleur physique, certes, mais surtout la douleur morale. D'avouer des choses insignifiantes qui, par le simple fait d'entrer dans le confessionnal, deviennent des fautes. Il faut ajouter qu'on se trouve minable, qu'on se méprise, qu'on baisse la tête, qu'on ne recommencera plus, qu'on implore le pardon. Bah la vache, c'est dangereux le catéchisme. Pas tant que ça, on s'en remet vite et on se dit qu'on était bien bête de croire à tout cela. Continuez votre histoire, qu'on rigole. Retour au confessionnal. J'ai entendu une autre personne s'installer de l'autre côté. Ah, c'était sûrement un vrai chrétien. Alors, j'ai dit au prêtre qu'il pouvait dire à l'autre personne d'aller faire un tour, parce que j'en avais pour un moment, et que ce que j'avais à lui dire, il n'oublierait pas de sitôt. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, de parler moins fort. Et alors? Ensuite, nous avons discuté gentiment. Il était fâché. Oh, pas du tout, c'était un type plutôt jeune, sympa. Il a essayé de me faire avouer des choses, les fameux péchés. J'étais bien décidé à lui montrer qu'il ne tirerait rien de moi. J'aurais aimé être là. Il avait la foi. Ah ben c'est rassurant de constater que certains prêtres croient en Dieu. Il m'a traité de mécréant, Vénin. d'imposteur, Ah, c'était vrai. de maoïste. Ignorant. Oh, il est resté très ouvert. J'ai fini par lui dire que s'il voulait tout savoir de moi, il n'avait qu'à consulter mon compte Facebook. Hein. Tous mes péchés sont là, il y a toutes les preuves en photo. Magnifique. À demain, Franck. J'ai trouvé. Tu veux rompre ton abonnement à Télérama. Arrête. Allez, mets-toi à table. Voilà. J'aimerais quitter Paris pour m'installer ailleurs. À la campagne. Toi qui sais pas distinguer une vache d'un taureau. Pour m'installer dans une ville moyenne, comme La Rochelle. Qu'est-ce que tu vas aller faire à La Rochelle? Tu sais même pas nager. Et à part aller te promener sur le port avec les poivreaux et les punks à chiens qui viennent aux francopholies, qu'est-ce qui reste? L'aquarium. Bon. Faut aimer le poisson. Toi, t'es plutôt steak tartare, non? Tu ne m'encourages pas beaucoup. Comment veux-tu que je t'encourage? Tu veux quitter tes amis? T'as un mal fou à lier des relations. Rappelle-toi qu'il t'a fallu 3 ans pour accepter d'aller boire un verre avec tes collègues de boulot. Le lien social, c'est pas ton fort. Et tu veux détruire le peu que tu as réussi péniblement à construire ici? T'as
va mal le prendre. Je crois qu'elle me comprendra. Elle te pardonnera jamais. Elle aussi, elle avait pensé quitter Paris. Il y a 2 ans. Justement, elle a renoncé. Elle ne te pardonnera pas si tu réussis là où elle a échoué. Elle est faible, Sophie, encore plus que toi. Si tu partais, tu pointerais son incapacité, sa lâcheté. Ce serait dégueulasse. Annecy, c'est sympa. Et c'est très beau. Le lac, la vieille ville. Bon d'accord, mais là-bas, sans bagnole, tu fais rien. Je suis sûre que dès que tu as fait 5 km en dehors de la ville, ça sent la tome et le reblochon. Et sinon, on va venir te voir en TGV, combien de temps il faut? Il n'y a peut-être même pas de gare. Annecy, c'est pas une bonne idée. Plus près de Paris, il y a Blois, le Loir-et-Cher. Tu m'as parlé d'une ville moyenne, pas d'un village. À mon avis, c'est pire qu'Annecy. S'il y a une gare à Blois, les trains ne s'y arrêtent jamais. Tu vas à la gare de Blois pour prendre le car qui t'emmène à la gare de Tours. Imagine la vie culturelle à Blois. Combien de spectacles vas-tu voir par semaine? Au moins 3, 2 en semaine, plus un week-end, plus le ciné. À Blois, quand tu as vu 2 spectacles, tu es obligé d'attendre l'année suivante que la programmation change. Tu exagères. C'est pour oublier Manu que j'aimerais partir. Quand je passe au bout de sa rue, j'ai envie de pleurer. Oh Manu, tu te remettras de son départ. Bon, quand voudrais-tu déménager? Je ne sais pas, dans 3, 4 mois. Il y a une chose à laquelle tu n'as pas pensé, c'est l'argent, le coût d'un déménagement, les travaux dans un nouvel appartement, les impôts locaux. Tu y as pensé? C'est du lourd en province. Ils n'ont rien, mais ils le font payer cher. En ce qui concerne ton travail, tu crois retrouver un poste facilement? Tu connais la situation de l'emploi en France. Dans mon domaine, il y a des offres tous les jours. Ouais, ça, c'est ce que disent les médias. Écoute, tu es libre. Pars. Si tu crois que c'est une bonne idée, si tu penses que tu en auras le courage, pars. T'en baveras, mais fais-le pour ne pas regretter. Tu as peut-être raison. C'est risqué. Je n'avais pas pensé à tout ça. Tu m'ouvres les yeux et je t'en remercie. Tu me parles avec sincérité et même si c'est difficile à entendre, je crois que j'en avais besoin. Je vais rester. Pour toi et pour Léo. Tu l'embrasseras pour moi. Moi aussi, j'avais quelque chose à te confier. C'est difficile à dire. Attends, j'essaye de deviner. Inutile, c'est tout simple. Léo et moi, nous quittons Paris le mois prochain. On s'installe à Nevers. Je sais que toi, tu vas nous comprendre. Café.
croissant. Un croissant? Ah bon? Oui, un croissant au beurre. J'en ai plus. Tant pis. Il y a la boulangerie de Raymond, de l'autre côté du boulevard. Je peux aller en chercher, mais... Mais j'ai pas vraiment faim. Ces deux lycéens qui sont passés il y a 1 heure. Un gars et une fille. Ils étaient beaux. Ils ricanaient bêtement. Ils en ont mangé 2 chacun et le dernier l'ont partagé. Qu'est-ce qu'ils bouffent, les jeunes? Je vous ai dit, j'ai pas vraiment faim. Quand même. Moi, j'aime pas que ma corbeille à croissant soit vide. C'est pas important. Vous aviez envie d'un croissant que je n'avais pas. Commercialement, c'est très mauvais. Hier, j'ai jeté 5 croissants et aujourd'hui, il en manque. Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je reviendrai malgré tout ce que vous me faites subir. Oh, vous rigolez? Bien sûr. Ça fait plusieurs semaines que je fréquente votre établissement. J'y reviens comme un saumon revient sur son lieu de naissance. Je ne dirais pas que je m'y retrouve avec plaisir. Je ne dirais pas que les sujets de nos conversations me passionnent. Je ne dirais pas que votre bar est le plus animé du quartier. Et pourtant, c'est plus fort que moi. Il faut que je vienne m'asseoir en face de vous. Je vais vous dire, une demande inhabituelle d'un client, c'est porteur de sens. Sociologiquement, c'est prouvé. Si vous aviez envie d'un croissant, pour moi, ça signifie que ce matin, il s'était passé quelque chose chez vous. Vous savez, je n'ai pas de mal à imaginer la vie des clients. Ils lâchent quelques phrases, ils montrent quelques attitudes, et moi, je construis la suite. C'est pas très compliqué. En ce qui vous concerne, c'est même très facile. Ah, Je vois quand quelque chose vous tracasse. ah bon? La façon de commander votre café est différente. Vous êtes sûr? Vos lèvres sont violettes. Et sur le côté de votre cou, il y a un muscle, le scalène moyen, qui se contracte par intermittence. Votre sourcil gauche a tendance à se crisper davantage. Et les rides de votre front se creusent légèrement plus qu'à l'accoutumée. Votre teint aussi change, légèrement plus verdâtre. Mais ça, c'est aussi lié à la ventilation parfois insuffisante des couloirs du métro. Vous êtes surprenant. Alors je me dis, il a un problème avec sa femme. Ou avec ses gosses, qu'il en fait tourner en bourrique. Parce qu'au moment de partir à l'école, il s'entend pour nous mettre en boule. Il y en a toujours un qui a oublié de faire signer un carnet de notes, et un autre qui a subitement envie de passer aux toilettes alors que vous êtes déjà en retard, et que votre patron va vous en faire la remarque. Je n'ai pas d'enfant, et je n'ai plus de femme. Enfin, vous avez compris l'idée. Je sais que je ne suis pas loin de la vérité. Tout n'est pas faux. Ah, vous voyez, c'est vrai que je vous comprends bien. Vous dites 2 mots, je sais si vous êtes déprimé ou pas. Je ne suis jamais déprimé. C'est marrant comme les gens ne veulent jamais avouer qu'ils sont déprimés. Je vous dis que je ne suis jamais déprimé. J'ai toujours un moral d'acier. C'est incroyable. Comme tous les angoissés, dès qu'on arrive sur des sujets qui déstabilisent, vous devenez agressif. Sociologiquement, c'est prouvé. Je ne suis pas agressif. Et je ne suis pas angoissé. C'est courant. La personne est angoissée, mais elle est incapable de le reconnaître. Angoissé. Vous utilisez un vocabulaire de psychiatre, de psychologue, et vous n'êtes ni l'un ni l'autre. L'angoisse, c'est terrible, hein, quand ça devient une névrose. Cela s'installe progressivement, cela survient par crise soudaine, ça vous brise, on perd ses moyens, on a peur que tout s'écroule, et puis l'angoisse peut s'installer durablement. Ce n'est pas mon cas. La grande Élie. Je sais que certaines choses dans la vie ne me rassurent pas. Certaines me font carrément flipper. Comme quoi? Comme imaginer la petite sirène de Copenhague submergée par les eaux. Vous êtes un peu perturbé en effet. Perturbé, d'accord, mais ne parlez pas d'angoisse, ce serait très exagéré. Ce serait très exagéré. Vous connaissez le buste en bronze de Dalida à Montmartre? Je connais. Eh bien ça aussi, ça me chavire un peu.
Ce que je n'aime pas, c'est penser à toutes ces mains grasses qui se sont posées sur ce buste de Dalida. Les seins brillent comme des phares de mobilette. Il paraît que ça porte bonheur de caresser les seins de Dalida. Je l'ai fait. À bien y réfléchir, je me demande maintenant si ce n'est pas vous le plus tourmenté de nous deux. Vous avez peur du silence. Oh, quand nous sommes là tous les deux, c'est toujours vous qui parlez en premier, parce que le silence vous effraie, c'est très net. Hein. Et quand il n'y a personne dans le bar, vous allumez la radio pour meubler, je le sais, pour ne pas vous retrouver face à vous-même. Le silence vous fait peur, vous avez peur de votre quotidien. Je crois que vous êtes malade. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, il vous faut des soins. Ben, c'est le monde à l'envers. Et puis voilà que je parle trop. Ça fait partie du travail de discuter avec la clientèle, j'aimerais vous y voir. Mais parfaitement, je me sens tout à fait capable de faire votre boulot. Même au pied levé, ça ne me paraît pas très compliqué. Peut-être, mais il y a des limites à ne pas franchir, des règles à faire respecter par la clientèle. Sinon, vous perdez pied et votre sommeil se dégrade. Et à partir de là, le mental en prend un coup. Jean-Louis Barrault a écrit « Le théâtre est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse. » Pas de théâtre, moi. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié les rêves, les merci, toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir, et le plaisir aussi, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. Vous aimez? Moyen. Oh, vous êtes plutôt Goldman. Non, non, C'est quoi vos goûts en musique? Debussy. J'aime bien Johnny, c'est la France. Debussy également. Pas la même. Il y a celle qui aime la guitare, ou celle qui préfère le piano. Pour en revenir à ce qui s'est passé hier, Je vous écoute. je me suis énervé sans raison. C'était minable. Je vous prie d'accepter mes excuses. Baissez la tête et demandez pardon. Cela ne se reproduira pas. Vous serez puni. Je tends l'autre joue. Bon, inutile de rajouter, ici ça arrive souvent que ça déborde. Hein. J'ai votre absolution. Oh, Jacques-Sou. Hier, je me suis surpris à vouloir vous blesser. Puisque je vous ai dit que j'absolvais. C'est quand même beau les vers du troisième groupe. Je ne pensais pas toutes les saloperies que je vous ai dites. Ici, les conversations ne sont pas enregistrées, les paroles ne restent pas. Quant à vous, vous ne vous êtes pas encore débarrassé du fardeau de la culpabilité. Vous êtes encore contaminé. J'ai beau frotter, la marque paraît indélébile. C'est vrai que votre sœur est morte en traversant le boulevard? C'est vrai. On venait d'acheter le fond. La mort de ma sœur m'a rendu moche et aigri. J'ai songé à quitter Paris pour vivre dans un phalanstère. Je ne pouvais pas me faire moine. Je me suis dit que réhabiliter le familistère de Gaudin, c'était une voie possible. Vivre en communauté, fonder une coopérative, développer l'autogestion. J'ai hésité. Alors finalement, j'ai pas bougé. Il faut que je vous parle d'une chose à laquelle j'ai pensé. Café? Canard.
patron! Arrêtez. Je crois que je vais prendre un café. Un café. Alors, Je vais prendre un expresso. tout de suite. Vous avez le journal. Tenez. Vous savez combien de tasses de café sont servies chaque jour dans le monde? J'ai jamais compté, ça ne m'intéresse pas. Chaque jour. Plus de 2 milliards de tasses. Incroyable. Sujet capital. Hein. Comment s'est passée la journée d'hier? C'était mieux, mais j'ai encore de la peine avec les différents cafés. Et puis mes croque-monsieur étaient un peu trop secs. Il faut mettre la bonne dose des mentales râpées. Oui, vous avez raison. Et je pourrais peut-être aussi beurrer la tranche de pain. Mais attention à l'équilibre budgétaire. Un croque ne doit pas vous coûter plus de 50 centimes. Une tranche de pain, 15 grammes de jambon, une cuillère à soupe de sauce maison à base de béchamel et de sauce tomate, du gruyère râpé, une pincée de muscade ou de paprika, et c'est tout. Si vous rajoutez du beurre, vous sortez du cadre. Je n'arrive pas à rester dans le cadre. Dans la quiche, j'ai remplacé le lait par de la crème fraîche entière. Je trouve ça meilleur. Mais on n'est pas dans un gastro ici. Les clients viennent s'alimenter. Ils ne sont pas à la recherche de saveurs nouvelles. Ça va être dur pour les clients quand je vais revenir. Ça sera fini le râpe de crème et de beurre. Et puis, comme vous disiez, pour les croissants, c'est compliqué. Hein. Il n'y a jamais le bon nombre. Mais je me refuse à les jeter. Hein. Hier, après avoir fait la caisse, j'ai mangé les 6 derniers. J'ai eu du mal à m'endormir. Forcément, le 6 croissants. C'était pas à cause des croissants, c'était à cause de la caisse. J'avais 10 € de trop. Ça m'a tracassé toute la nuit. Je me suis dit que j'avais mal rendu la monnaie, que j'avais volé un client. Pour le reste, C'est pareil. Je ne m'en sors pas. Je ne sais pas si je suis fait pour ce travail. vous discutez avec les clients. Je n'y arrive pas. Hier, il y a un gars qui est entré et qui s'est installé où vous êtes en ce moment. Il a commandé un Vitel fraise et puis voilà ce qu'il m'a dit. C'est dommage que vous ne fassiez pas le loto. Je crois que pour moi, c'était le bon jour pour remplir une petite grille. La chance va tourner, je le sens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que du côté de l'intuition, généralement, je suis très mauvais. Non, pire, je sens vraiment rien. Mais là, je me dis que ça ne peut pas aller plus mal. Les mouches vont changer d'âne. Vous allez comprendre. Il y a 3 mois, je me suis fait opérer par le meilleur urologue de la capitale. Très gentil en plus. Si je refusais l'opération, il me promettait une incontinence totale. Mais si j'acceptais, il me garantissait la maîtrise de la miction, avec toutefois un risque léger de baisse de la libido. J'ai choisi, depuis l'intervention, plus de libido. Il a dû la retirer sans faire exprès et la jeter avec les compresses. C'est ma femme qui n'a pas supporté. Il y a 1 mois, elle m'a demandé de partir. On a partagé les CD et l'argent du PEL. À ses frais, elle a changé les serrures de l'appartement. Elle m'a dit comme ça, si tu ne peux pas revenir, ça donnera de la force. Tu seras bien obligé de continuer sans moi. Elle m'a laissé le chien. Elle est gentille, ma femme. Je suis retourné vivre chez ma mère. Le chien a été malade, très malade. Le vétérinaire l'a piqué, ça m'a rendu momentanément dépressif. Il était gentil, le vétérinaire. Je lui ai demandé s'il piquait aussi les gens. Il m'a dit que non. C'était pas pour moi, hein, c'était pour savoir. Ma mère n'est pas toujours en forme. Il y a 15 jours, je suis allé voir un psychanalyste pour ma dépression passagère. J'ai voulu lui parler de mon chien, lui c'est ma mère qui l'intéressait, et mon père aussi. Mon père n'aimait pas les chiens, je l'ai dit au psychanalyste, je l'avais dit aussi au vétérinaire.
Ma mère dit souvent que mon père était gentil, et maintenant qu'il est mort, il est encore plus gentil. À la fin de la séance de psychanalyse, j'ai sorti mon portefeuille. J'ai plus de chéquier depuis que j'ai plus de boulot. Je lui ai proposé de payer en liquide. Il a accepté. Il est gentil, mon psy. Mon psy. En sortant de chez lui, je me suis acheté un kebab. J'ai commandé 2 fois des frites. Il m'a pas fait payer la 2e portion. Il était gentil, le gars. À cause de la mayonnaise, j'ai fait une intoxication alimentaire, diarrhée, vomissement, migraine, couché pendant 3 jours, nouvelle dépression. Je suis retourné voir le vétérinaire, il m'a confirmé qu'il ne piquait pas les gens. Mais hier, j'ai senti quelque chose de positif, hein. Un signe d'ouverture. Comme chaque semaine, il y avait une grève annoncée à la RATP. Sans trop d'espoir, j'ai tenté ma chance au métro Châtelet-Les Halles. Incroyable. 1 minute après, une rame arrivait à moitié vide. Alors je suis... Non, je ne suis pas monté. Comme j'ai plus de boulot, je prends plus le métro. Je suis rentré chez ma mère. Elle m'a dit qu'elle avait de la chance, car elle avait réussi à avoir un rendez-vous chez un rhumatologue très réputé et très gentil. Je vous le dis, le vent tourne. Il faut que je valide ma grille. Il a payé et il est sorti, sans que j'ai dit un mot. Avec certains, vous avez posé des questions pour engager la conversation, non? Si, j'ai bien essayé, mais le résultat n'était pas terrible. Quel sujet avez-vous abordé? Plusieurs sujets. J'ai proposé des QCM. Pour moi, c'était plus facile. Hélas, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. QCM. Ah oui, par exemple, je vais poser la question suivante. Attendez, je reprends mon papier. Mon tablier à l'envers. Papier. Quelle maladie grave peut entraîner la surconsommation de café? Réponse A, le diabète de type 2. Réponse B, la maladie de Parkinson. C'est Parkinson, évidemment, mais vraiment en cas de surconsommation. Un autre exemple. Quand vous buvez une Grimbergen, combien consommez-vous d'ingrédients bio? 1 ou 2? Mais là, il y avait un piège. La réponse est 0. Vous avez fait ça avec tous les clients. Non, j'ai pas eu le temps. Et puis, ça commençait à me stresser d'avoir à trouver des nouvelles questions. J'essayais de trouver des sujets amusants. J'en avais un assez drôle sur le mode de propagation de la variole en Amérique du Sud. Par les conquistadors. C'était pas une bonne idée, hein. Les QCM. Vous confiez le bar pendant 1 semaine. Je ne valide pas votre stage découverte. Vous avez raison, ce n'était pas une bonne idée. Je suis désolé, je vous déçois. Chacun a sa place, une place pour chacun. Une chose est sûre, la vôtre n'est pas derrière ce comptoir. Oui, c'est juste. Toutefois, je ne me sens même pas coupable d'avoir échoué. Vous ne vous sentez pas coupable? Vous êtes sur la voie de la guérison. C'est très positif. Je rends mon tablier. Maintenant? Maintenant. Bonjour Jean, bien remis? Excellente nuit. J'ai une question. Je m'y attendais. J'espère que vous êtes en forme. Je vous écoute. Pourquoi la femelle poulpe meurt-elle dès que ses œufs ont éclos?
Je ne sais pas du tout, c'est une question difficile. Et la réponse est... Je ne sais pas non plus, c'est pourquoi je vous la posais. Il faudra trouver la réponse. Je m'en occuperai. Avant ça, je dois vous remercier De quoi? de m'avoir sorti de mon bar pendant une semaine, de m'avoir réveillé. Je reviens avec des idées plein la tête. Dans le bar, je vais tout changer. Le comptoir, les peintures, le mobilier, la vaisselle, la recette du croque-monsieur et la gueule du patron. Je ne veux plus être moche et aigri. Pour le nom du bar, j'ai aussi envie de changer. Le serrurier, ça manque d'ambition. Le balto. Non. Le chiquito, ça serait mieux, non? Non. Le celtique. Ah, ça fait breton. Les gens aiment bien la Bretagne. Le cidre, les bignoux, le Queen Amman. Les porcheries industrielles, les bonnets rouges, les algues vertes. Ah, bon, je garde le nom, le serrurier. Ou alors, le petit serrurier, c'est plus tendre. Si vous voulez. Je dois vous dire que je ne reviendrai plus dans votre bar. C'est mon dernier jour au petit serrurier. Ils ont déménagé. Non, mais je sais me passer d'eux maintenant. Au début, j'ai pleuré de les voir ensemble. Aujourd'hui, je les remercie d'avoir secoué mon prunier. J'ai une proposition pour un gros chantier de fouilles en Italie. Je pars plusieurs mois. En Italie, vous ne serez pas perdu. Vous savez déjà réchauffer la pizza au micro-ondes. Moi aussi, j'ai une question. Avec quoi vous coupez votre jambon? Ou une trancheuse électrique. C'est de là que vient votre passion pour la guillotine. C'est évident. Tous les jours, vous coupez du jambon rose. Inévitablement, vous avez ressenti le besoin de passer à un modèle de trancheuse plus ambitieux. Vous avez rêvé de voir le sang gicler, le sang de vos clients, ceux qui vous agacent, ceux qui parlent trop, ceux qui sont toujours silencieux, les crétins en jaune, les révoltés en rouge, les anards en noir, tous ces gens que vous rêvez de voir monter à l'échafaud. Sociologiquement, c'est prouvé. Quelle clairvoyance! Merci pour tout. Au piano, c'était Philippe. Au saxo, c'était Hervé. Ne confondez pas, il y a un autre Hervé qui est à la console lumière. Discrètement, derrière, il y avait 30 personnes, mais comme vous ne pouvez pas être toute la soirée, il n'y en avait qu'une, c'était Cécile. Voilà. Avant de vous libérer, puis avant qu'on se retrouve au boire un petit peu. La soif. Ben voilà, vous voulez vous présenter ce que c'était que le théâtre subventionné. Et parfois c'est modeste, mais la subvention de la commune de la Chaussée-Saint-Victor est importante hein, quand même. Et voilà. Et puis sinon c'est du théâtre comme on aime le pratiquer, c'est-à-dire avec pas beaucoup de choses.
Ça, on a pris à Emmaüs. Ça, c'est des récupérations d'une vieille armoire qu'il y avait chez moi. Ça aussi, les tréteaux. 2 fois 20 € quand même. C'est ce qui nous a coûté le plus cher. Enfin, pas tout à fait, parce que ce qui était vraiment coûteux, et qui nous a vraiment coûté moralement surtout, c'était l'achat des chaussures de Philippe. Je peux les applaudir. C'est pas tout à fait fini avec le Théâtre d'Aimé. Au mois de juin, il y a quelque chose qui se prépare, qui s'appelle Fin de partie. Beckett. Voilà. Eh bien, donc à bientôt. On prend les inscriptions dès ce soir. Eh bien, tout à l'heure, j'ai rien oublié? Non. Vraiment? Thierry Courtement. Merci.